M. Kalayi. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en qui représentation de États. contribue au développement des États membres. La législation de défense. Ça, c'est ce que je trouve très bien. Monsieur Kalayi, Alors, la législation, est-ce que vous avez Je voudrais une tâche des moyens de protéger et assister à la population et de résoudre et ça, c'est les catastrophes naturelles et ne les deux. Différentes doit pas organisations interférer des Nations avec la Unies. souveraineté des États. bonjour Monsieur Veilla. Vous avez rejoint le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en 2010. Donc voici Margot et je suis Eugénie. Et donc nous étudions actuellement au collège Madame de Staël. Donc nous allons vous poser quelques questions sur le Soudan, dont la situation actuelle est assez dramatique. Et tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques points juste votre parcours professionnel? Oui, donc je suis fonctionnaire des Nations Unies depuis 2010 au commissariat, comme vous avez dit. Je travaille dans un mécanisme très spécifique du Conseil des droits de l'homme, assez nouveau, qui s'appelle l'examen périodique universel. Et avant ça, je faisais partie du service extérieur de mon pays, le Pérou, pendant quelques 20 ans. De ce côté-là, j'ai travaillé des questions multilatérales, droits de l'homme, environnement, quelques bilatérales aussi, surtout avec l'hémisphère occidental, les États-Unis. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuelle au Sud-Soudan en matière des droits de l'homme? Donc de ce que vous savez. Oui, je disais, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, je vais essayer de répondre de mon mieux les questions. Je dirais que le Sud-Soudan est d'abord un pays tout nouveau, le plus nouveau pays membre des Nations Unies, qui s'est séparé du Soudan en 2011. Et après quelques mois de tranquillité, si vous voulez, a commencé un conflit entre le président et le vice-président qui est devenu dans un conflit ethnique. On pourrait appeler ça déjà un conflit armé intérieur, très grave, presque une guerre civile si vous préférez. Officiellement, il y a eu des négociations pour finir ce conflit. Il y a eu un traité de paix signé l'année dernière. Et au début de cette année, on devait établir un nouveau gouvernement de transition et d'unité. Mais par des questions de différence entre les partis, ce gouvernement n'a pas pu être établi. Donc la situation intérieure est très compliquée du point de vue humanitaire et des droits de l'homme, surtout humanitaire. Vous avez 6 millions de personnes qui ont besoin de tout. Un peu plus de 2 millions de personnes qui ont été déplacées de chez eux. Et vous avez encore des situations de violence où une des deux parties ou une des parties attaque. L'autre partie attaque même des camps de déplacés internes qui sont gérés par les Nations Unies. Donc la situation est encore très, très délicate. On a un petit peu d'espoir en comparaison à ce qui se passait il y a un an, mais la situation est encore très difficile. Oui, parce qu'il y a encore des viols et des enfants soldats qui sont enrôlés, etc. Oui, il y a eu des milliers d'enfants soldats qui ont été enrôlés depuis le début du conflit, il y a 2 ans. La situation n'a pas trop changé. Il y a eu des viols, des violences très graves contre des femmes et des filles. Et ce ne s'est pas arrêté. La situation n'a pas empiré, mais elle ne s'est pas arrêtée encore. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la paix elle s'établisse réellement au Sud-Soudan? Je pense qu'il y a 3 facteurs qui compliquent la situation. Toujours un facteur économique. Quand le Sud-Soudan a été établi, la ressource principale du Sud-Soudan, c'est l'énergie, surtout le pétrole. En 2011, le baril de pétrole était au-dessus de $100. Maintenant, on est à 20-30 $.
Donc ça, c'est déjà une question qui complique les choses. Comment repartir ces ressources qui maintenant sont moins abondantes qu'avant, c'est aussi une question difficile. Les partis en conflit n'ont pas la confiance suffisante encore pour commencer à rétablir la paix. Je comprends qu'il y a que les dernières négociations pour rétablir le gouvernement d'unité nationale et de transition se sont arrêtées parce qu'il n'y a pas d'accord entre la division administrative du pays entre différentes régions. Et la communauté internationale est, je ne sais pas comment le dire, mais distraite, ou doit faire face à beaucoup de conflits simultanément. Donc ça complique les choses aussi, bien sûr. Et donc, depuis le début de la guerre civile, qui a donc débuté en 2013, donc aucune des promesses et tentatives de paix qui ont été faites donc, par les organisations locales n'ont abouti. Et donc devant cette situation désastreuse humanitaire au Sud-Soudan, pensez-vous qu'une médiation internationale serait nécessaire? Sans doute, mais il y a déjà, disons, une médiation internationale entre plusieurs parties, autant des États que des organisations, les Nations Unies, l'organisation de l'Union africaine aussi, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne ont parrainé ces conversations entre les deux parties principales du conflit, et au moins on est arrivé à un accord de paix. Mais donc ces pays sont des médiateurs ou pas? Ils oui. parrainent, ils sont parrainés. Oui, ils sont des médiateurs, mais si les parties ne se mettent pas d'accord, c'est peu comme on ne peut pas imposer une paix de l'extérieur. On a des leçons de ça assez récentes partout dans le monde, et le Sud-Soudan n'est pas une exception. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Vega, d'avoir répondu à nos questions. Non, merci à vous.